L'Econocast est un podcast Geekzone dont la production n'est possible que grâce au soutien financier de nos abonnés. Si vous aussi vous voulez soutenir la production de nos podcasts, abonnez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Merci. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce troisième épisode de l'Econocast, un podcast finance et économie que j'ai le plaisir de présenter avec mon ami Mickaël Vincent. Bonjour Mickaël. Salut Faskil, bonjour à tous. On rappelle très vite le principe du podcast. En gros, c'est de vulgariser un peu les notions de base de la finance et de l'économie pour vous aider à avoir un peu les clés en main pour comprendre l'actu et comprendre l'actu autour de l'économie. On avait commencé avec le PIB, on avait enchaîné la semaine dernière avec la dette publique. On n'a pas eu de questions spécifiques par rapport à la dette publique, donc on n'a pas de questions-réponses à vous faire cette fois-ci. On a juste eu une question plus pragmatique concernant notre disponibilité sur Deezer. Alors, on n'est pas sur Deezer tout simplement parce qu'il faut le faire à la demande. En fait, c'est de l'opt-in. Donc, il faut aller s'inscrire sur Deezer. Et très honnêtement, au moins, on dispatche notre diffusion. Au plus simple, c'est pour nous de savoir un peu qui nous écoute et si le podcast vous plaît. Donc, on a décidé de pas aller sur Deezer. Maintenant, si quelqu'un veut rajouter le flux RSS dans l'application Deezer, qu'il le fasse. On n'a rien contre à la base, mais tant qu'à faire, nous, on va essayer de garder quand même tout au même endroit. Donc, on peut passer au cœur de l'émission. Cette fois-ci, on va parler inflation. Mais alors, Mickaël, tu avais un petit warning en amont. C'était qu'en fait, le sujet est assez vaste et touche à des domaines qu'on n'a pas encore évoqués, notamment le domaine de la monnaie. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé en fait de splitter l'épisode sur l'inflation en deux parties. Une première partie où on va parler plutôt du rapport avec le pouvoir d'achat. Et puis une deuxième partie où on parlera alors là, pour le coup, plutôt de la facette monétaire. Mais ce sera pour plus tard, peut-être même après qu'on ait introduit la notion de monnaie. Enfin, on va y réfléchir. Mais donc, tu voulais juste nous prévenir que ce mois-ci, ça allait être une seule facette, en gros. Voilà, pour garder un format ramassé. Et puis, comme il y a un épisode sur la politique monétaire ou la BCE qui doit venir bientôt, on en avait parlé à la fin de l'épisode 2, ce sera l'occasion de remettre une couche et d'avoir une photo complète. Mais voilà, effectivement, je pense qu'on va diviser un petit peu la notion en deux, du coup. Ouais. Ok, donc inflation, première partie. Comme d'habitude, on prend une définition scolaire pour partir de là et essayer de comprendre un petit peu mieux ce que ça veut dire. Alors c'est une définition en anglais que je vais vous traduire on the fly, donc ça risque peut-être d'être un petit peu brouillon, mais on va faire au mieux. Donc en économie, l'inflation concerne en fait une augmentation progressive générale des prix des biens et des services dans une économie. Quand le prix général augmente, chaque unité de monnaie permet d'acheter moins de biens et moins de services, et en conséquence, l'inflation correspond à une réduction du pouvoir d'achat. Alors c'est une définition un petit peu difficile à comprendre pour néophytes comme moi, une définition très très scolaire comme d'habitude, et nous on va justement essayer de vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, enfin toi qui vas essayer de nous expliquer ce que ça veut dire en l'occurrence, puisque c'est toi le spécialiste. Donc la première question que je voulais te poser, c'est par rapport à cette notion de perte du pouvoir d'achat en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le pouvoir d'achat? C'est encore un terme qu'on entend souvent, et en général quand on est dit le pouvoir d'achat a baissé, on tremble un petit peu. Est-ce que c'est pas raison? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette notion? Oui, absolument. D'ailleurs, cette définition montre bien la dichotomie qu'on présentait à l'introduction, c'est-à-dire qu'il y a un côté pouvoir d'achat, augmentation des prix, et la deuxième partie de la définition, tu vois, met déjà un peu en avant cette idée de monnaie, peut-être quand même pour préciser les choses, parce qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit les prix ont augmenté, donc tout est plus cher, soit en fait, comme les prix sont plus chers, c'est comme si 1 euro valait moins aujourd'hui qu'il ne valait hier. C'est-à-dire que tu peux acheter moins de choses avec 1 euro. C'est une autre façon de le voir, mais du coup, quand on le présente de cette deuxième façon, on comprend qu'on dessine un peu plus un horizon monétaire et sur aussi la valeur de la monnaie, qu'on va donc du coup traiter plutôt dans un second temps et pour se concentrer plutôt donc sur la partie pouvoir d'achat. Donc l'inflation, vous savez qu'on entend souvent, surtout en ce moment, l'inflation monte, on a une inflation en moyenne dans la zone euro en ce moment à 5,1%. C'est assez inédit par rapport à l'histoire très contemporaine et moderne. Mais avant d'être un indicateur, d'être une mesure, 5% d'inflation, 3% d'inflation, l'idée
c'est que c'est une période en fait d'augmentation des prix des biens et des services. Ça, c'est d'abord le premier point. Donc l'inflation représente quelque part donc une période où les prix augmentent et donc peut être vue aussi comme une perte de pouvoir d'achat de ce point de vue-là. Quand tu dis une période, ça veut dire qu'en fait quoi, l'inflation, c'est pas le fait que les prix augmentent, c'est la période durant laquelle ces prix augmentent en fait. C'est ça la différence. Au départ, c'est ça. D'accord. C'est vraiment ça qui est derrière le concept d'inflation. Et donc peut-être pour refaire une petite historique, l'inflation, moi je la connais surtout par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire que ayant moins de 40 ans et vivant en Europe, en fait ces 40 dernières années, on a connu une période d'inflation assez faible où elle était entre 0 et 2%. Les choses étaient relativement stables, à part justement depuis 6 mois où l'inflation augmente. Mais il faut savoir que des périodes d'inflation très importantes ont existé par le passé. D'ailleurs, elles avaient une application monétaire puisque en général une des façons de résorber cette inflation, c'était de changer la valeur de la monnaie. Mais ça, on en parlera un peu plus la prochaine fois. Mais dans l'histoire, on a connu des périodes d'inflation énormes quand il y a eu notamment aussi beaucoup de croissance, donc les révolutions industrielles, les périodes post-guerre, notamment des grosses périodes d'inflation. Mais il faut savoir qu'effectivement, depuis 40 ans, en tout cas dans les pays modernes, on a constaté une inflation plutôt stable, entre 0 et 2%. Et donc, en fait, l'idée derrière, c'est d'avoir une stabilité des prix, donc d'éviter que les prix augmentent trop, parce que c'est effectivement un problème pour le pouvoir d'achat et pour se permettre d'acheter ces biens et ces services, tout en sachant qu'on pourrait se dire, alors pourquoi pas faire le contraire, ce qu'on appelle la déflation, comme ça les prix diminuent et notre pouvoir d'achat augmente. C'est parce qu'en fait, avec l'inflation, vient tout un tas de concepts annexes, comme la stagflation ou la déflation. Et en fait, il faut faire attention en économie aux cycles et aux spirales. Et l'inflation qui reste faible, mais proche de 0 ou proche de 2%, permet aussi de ne pas décourager l'investissement. Parce que quand on est en période de déflation, les acteurs économiques ont tendance à anticiper le fait que les prix baissent, mais qu'ils vont continuer à baisser. Et donc, on peut tomber dans une spirale déflationniste parce qu'on se dit, aujourd'hui, c'est pas cher, mais demain, ça sera encore moins cher. Donc, j'attends encore plus pour acheter. Donc ça, c'est le genre d'effet qu'on veut éviter. Donc, la déflation, c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose de très négatif. Et à l'inverse, avoir une inflation trop importante, une hyperinflation, une inflation galopante, c'est la situation opposée où les prix augmentent tellement vite que les citoyens ne peuvent plus suivre, ne peuvent plus se permettre d'acheter des biens et des services. Ça a aussi un effet particulier sur les inégalités, sur la consommation des acteurs économiques. Et donc, effectivement, la norme, celle qui est plus ou moins acquise aujourd'hui, c'est d'essayer de garder une inflation positive, mais proche de 0. C'est ça. Donc, en fait, globalement, si je comprends bien, que ça monte ou que ça descend, c'est pas vraiment bon. L'idée, c'est d'essayer de garder l'équilibre, en fait, de garder une stabilité dans cette inflation pour éviter de tomber dans le négatif, dans la déflation, mais pour éviter aussi d'aller trop loin dans l'inflation. Donc c'est vraiment une notion d'équilibre plus qu'une notion d'essayer d'aller dans le négatif en fait. C'est l'objectif que la plupart des États se fixent aujourd'hui, et c'est d'ailleurs explicitement indiqué comme tel dans la plupart des mandats des banques centrales, qui ont une cible d'inflation autour des 2%. Alors comment est-ce qu'on calcule ce pouvoir d'achat, et est-ce que ce calcul est quelque chose de pertinent, ou encore une fois est-ce que c'est un concept, une notion qui est surtout destinée à une communication politique ou qui a un côté peut-être un petit peu artificiel? Alors, l'inflation, c'est lié à plein de choses, et en particulier avec le pouvoir d'achat et son éventuelle perte de pouvoir d'achat. C'est assez simple à comprendre. Si l'inflation, c'est l'augmentation des prix des biens et des services, alors, toute chose étant égale par ailleurs, si les prix augmentent mais que mon salaire ou ma richesse n'augmente pas, alors ma capacité de consommer, ma capacité d'acheter a diminué. Et c'est là aussi où on peut commencer à dessiner peut-être la différence entre une bonne inflation et une mauvaise inflation. C'est comme le chasseur. La bonne inflation, finalement, c'est celle qui est poussée par une croissance importante, aussi par une croissance des salaires, et donc les prix certes sont plus élevés, mais puisque les salaires ont suivi, on peut toujours se permettre de profiter de ces biens et de ces services. Et alors là, c'est un côté, je reviens au premier épisode, c'est très compétition mondiale ce que je dis. Un pays qui profiterait d'une inflation comme celle-là, avec les salaires qui suivent, ferait augmenter également sa richesse, ou par rapport aussi, pourrait avoir des avantages comparatifs par rapport à d'autres pays.
Alors, est-ce qu'il y a une différence entre pouvoir d'achat, qui est un terme qu'on entend souvent, et un autre terme qu'on entend souvent, qui est augmentation du coût de la vie? Oui, du coup, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que la perte de pouvoir d'achat, c'est une augmentation du coût de la vie. Mais c'est là où c'est intéressant de voir un petit peu aussi la bonne inflation, la mauvaise inflation. On parlait dans le premier épisode donc du PIB. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Donc on pourrait se dire que l'inflation des prix va faire naturellement augmenter le PIB. Sauf que c'est pas une augmentation du PIB positive, puisque derrière le pouvoir d'achat, il n'a pas augmenté. Et c'est pour ça qu'en fait, le PIB réel, on lui enlève l'inflation. C'est-à-dire qu'on regarde l'augmentation de la production, mais en gardant les prix de l'année dernière quand on mesure la variation de la croissance, pour enlever justement l'effet d'augmentation des prix, donc l'effet de l'inflation dans cette croissance. Donc la croissance qu'on voit quand elle est rapportée à la télévision par les politiques, etc., c'est une croissance réelle, donc qui est déflatée, sur laquelle on a retiré en fait l'inflation pour vraiment mesurer ce qui est vraiment une augmentation de la richesse nationale en fait, et pas juste l'effet prix. Mais du coup, c'est une manipulation qui se justifie par une réalité scientifique, ou c'est plus une manipulation pour avoir des meilleurs chiffres? En fait, c'est un des usages de l'inflation. Ça permet de faire des comparaisons dans le temps aussi, justement, par rapport, ça c'est un exemple qu'on se prend souvent, on se dit, la baguette était moins chère avant, oui, c'est l'effet de l'inflation, oui, sauf qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Si on compare à prix constant, la baguette relativement, même si de manière absolue, la baguette est peut-être plus chère aujourd'hui, relativement au coût de la vie, en fait, elle est peut-être moins chère qu'il y a 30 ans. D'accord. Donc c'est là aussi où l'inflation, en tout cas sa mesure, c'est un outil utile, c'est qui permet comme ça de faire des comparaisons à prix constant. C'est ce qu'on appelle le déflateur, en fait, dans la science économique. C'est quand on entend par exemple des gens dire les prix sont ajustés, par exemple on parle de tarifs dans les années 50 et on dit ajustés à l'inflation d'aujourd'hui. Voilà, c'est à ça que ça sert en fait, c'est à pouvoir comparer en fait d'une période à l'autre des mêmes services, des mêmes biens, donc des mêmes valeurs en fait quelque part, et de pouvoir comparer leur coût réel à l'époque où ils ont été mis en place. Tout à fait. Ok. Alors en préparant l'émission, il y a un terme qui est revenu, c'est le sigle IPC. Ça veut dire quoi IPC? L'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation. D'accord. Est-ce que du coup l'indice des prix à la consommation, c'est quelque chose qui se calcule sur base de l'inflation aussi, ou bien comment ça se passe? Alors en fait, donc je le disais, l'inflation au départ, c'est plutôt une période d'augmentation des prix. Mais pour mesurer un petit peu cette inflation, il faut des indicateurs, comme on a discuté des indicateurs sur le PIB. Pour mesurer tout ça, un proxy, en tout cas une manière de mesurer l'inflation, c'est l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation. Et l'idée derrière l'IPC, c'est que à intervalles réguliers, la puissance publique française, donc en l'occurrence l'INSEE, va définir un panier moyen courant de la ménagère, du consommateur classique, et va mesurer l'évolution des prix de ce panier moyen du consommateur lambda, et c'est comme ça qu'on va mesurer finalement l'inflation. L'IPC, c'est quand même pas anodin parce que c'est utilisé pour beaucoup de choses. Alors l'IPC ou l'équivalent que tu as dans le pays concerné, mais ça peut guider aussi pas mal les politiques publiques, c'est-à-dire que l'IPC, c'est un index qui est aussi pris en compte dans le calcul des salaires des fonctionnaires ou des retraités. Dans certains pays, par exemple au Royaume-Uni, où il y a beaucoup de prêts immobiliers à taux flottant, donc à taux variable, la base du taux variable, c'est lié justement au calcul du panier moyen. Donc effectivement, cet indicateur a aussi un effet dans la vie de tous les jours de pas mal de gens, puisque il fait dépendre aussi un petit peu des salaires ou des prix immobiliers. Du coup, évidemment, c'est un choix aussi un peu politique, puisque cet indice des prix à la consommation, ce panier moyen, va contenir des choses qui correspondent pas forcément à tout le monde. Si par exemple tu ne fumes pas, le prix des cigarettes, l'augmentation du prix des cigarettes compte pas trop pour ta vie. Donc l'inflation aussi, la manière dont elle est vécue sur le pouvoir d'achat peut être très différent d'une personne à l'autre. Moi, par exemple, j'ai pas de voiture, et le prix de l'essence à la pompe, qui compte beaucoup dans l'inflation en ce moment, justement, moi, m'impacte pas tant que ça, même si c'est pas aussi simple que ça, puisque le prix du pétrole va impacter un tas d'autres choses par ailleurs. Mais c'est vraiment pour l'exemple, l'idée c'est que on a un panier moyen et on observe l'évolution des prix de ce panier moyen, et c'est ce qui va donner en fait le coût de l'inflation. Alors j'ai souvent justement entendu parler de ce fameux panier, et le fait qu'on met pas toujours les bonnes choses comme tu le dis. C'est un outil politique du coup plus qu'autre chose, parce que on peut par exemple justifier le fait qu'on n'augmente pas le pouvoir d'achat parce qu'en fait dans ce panier on n'a pas des objets usuels. Je pense notamment à tout ce qui est technologique. En fait, je sais que ça a souvent fait débat, mais le fait qu'on a tous besoin d'une connexion internet, est-ce que le prix d'internet par exemple est compris dans ce calcul de l'inflation? Pas du tout, parce que pour moi ça me paraît quand même être un service de base aujourd'hui. C'était pas le cas il y a 15 ans. Et est-ce que c'est encore une problématique aujourd'hui par rapport à ce panier, justement, d'y mettre les bonnes choses finalement? C'est un débat
qui a encore lieu et qui a lieu souvent. Alors comme je le disais, ce panier, il est actualisé régulièrement, donc le coût du téléphone mobile, le coût de l'internet est inclus dans le panier de l'inflation aujourd'hui. Okay. En revanche, il y a des choses qui ne sont pas dans ce panier moyen, qui semblent un peu aberrantes. C'est un débat qui revient régulièrement, je le disais. C'est par exemple le coût de l'immobilier. C'est-à-dire que le loyer n'est pas dans l'inflation. Ah, c'est fou ça. Ah, et c'est fou parce que pour beaucoup de personnes, l'inflation telle qu'elle est perçue, elle est beaucoup plus grosse que l'inflation telle qu'elle est mesurée, parce qu'en fait, il y a une différence entre les locataires et les propriétaires. Donc le loyer est pas dedans. C'est un débat qui revient régulièrement justement sur le fait qu'il faudrait peut-être intégrer le loyer dans ce panier moyen. Bah, c'est quand même un poste de dépense majeur pour plein de gens, donc ça me paraît complètement aberrant que ça n'y figure pas en fait, effectivement. La logique, c'est de dire que le marché de l'immobilier, le truc, c'est que il y a des gens qui effectivement louent, mais il y a des gens qui achètent. Oui, c'est vrai que c'est difficile de comparer du coup. Le fait que par la force des choses, en fait, tout le monde n'a pas forcément un loyer. Alors, tu as peut-être effectivement ton prêt immobilier à la banque, etc., mais c'est pas la même nature. Donc le loyer est pas dedans. Certaines banques centrales ou certains instituts de statistiques envisagent de l'inclure, et le débat se pose. Moi, je suis pas spécialement contre l'inclusion du loyer moyen dans le coût de l'inflation, clairement. Mais ça montre aussi un autre point sur le fait de mesurer l'inflation, c'est qu'il n'y a pas une façon de mesurer l'inflation. C'est pareil, par exemple, donc on a l'IPC en France, l'indice des prix à la consommation, qui est pris sur un panier moyen français. Mais on a aussi ce qu'on appelle l'IPCH, l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui cette fois-ci est un indice européen. C'est celui qui permet de calculer l'inflation européenne. Et du coup, le panier européen est pas tout à fait le même que le panier français, tout comme la manière dont le FMI ou la Banque mondiale va calculer l'inflation sera pas la même, parce que le panier est pas forcément le même non plus. Donc un peu comme on expliquait avec le PIB, même si grosso modo on retombe un peu sur ses pattes, on aura quand même des petites différences sur la mesure de l'inflation due à ça. Alors on a vu que le PIB c'était un peu une manière pour les États de se comparer, de rentrer en compétition. Du côté de l'utilité du calcul d'inflation, on a vu que ça pouvait servir à comparer des biens de consommation, des services, enfin les prix de biens de consommation et de services à des époques différentes. Est-ce qu'il y a d'autres utilités concrètes aujourd'hui à un calcul d'inflation, et en quoi ça influe les décisions politiques, parce que c'est un petit peu ça qui nous intéresse aussi. Alors l'inflation, pouvoir la mesurer et pouvoir la contrôler, c'est important par rapport notamment aux spirales inflationnistes ou aux spirales déflationnistes qui sont toutes les deux pas très désirables, comme on le disait tout à l'heure. Ouais. C'est aussi une manière de savoir si on a de la bonne croissance ou si finalement c'est juste de l'augmentation des prix. C'est important pour pouvoir faire des comparaisons dans le temps avec la notion de déflateur. Donc tout ça, effectivement, ça a quand même une grosse importance aussi dans la conduction des politiques publiques, voir un petit peu si elles sont de qualité ou pas. Et puis en économie, alors même si aujourd'hui, parce que la notion est un peu vieille, elle peut être un peu controversée, elle a des critiques, mais je pose ça là juste aussi pour avoir des mots-clés à chercher un petit peu, peut-être pour orienter celles et ceux qui voudront explorer un peu le sujet. On avait parlé dans le premier épisode du donut économique, qui était une espèce de grille de lecture de conduction des politiques publiques, qui était introduit, popularisé par Kate Raworth. Et on avait déjà une espèce de prémisse, une espèce de précurseur de ce donut économique dans les années 70 avec la notion de carré magique de Kaldor. D'accord. Ouais, carré magique de Kaldor, c'est un peu peut-être encore plus bizarre que le donut, je sais pas, mais l'idée du carré magique, c'est de dire que pour conduire des politiques publiques, il y a 4 indicateurs importants qu'il faut maximiser, enfin pas maximiser, mais qu'il faut optimiser effectivement. Donc faut s'imaginer un axe XY où on aurait par exemple au nord la croissance économique, donc le PIB, tout ça. À l'est, l'emploi ou le chômage. Donc, emploi qu'il faudrait maximiser, chômage qu'il faudrait bien sûr éliminer. L'équilibre extérieur au sud, donc la balance commerciale, les importations, les exportations, ça fera peut-être un sujet aussi à l'occasion. Et à l'ouest, donc cette inflation, la stabilité des prix. Et donc de dire que un bon gouvernement, donc ça c'était les années 70, Kaldor qui était un keynésien, donc plutôt adepte d'un contrôle quand même assez significatif, non marginal de l'économie par les puissances publiques, pour aussi combler un petit peu les défaillances du marché, etc. Donc de dire, voilà, l'objectif des gouvernements, en tout cas à l'époque, devrait être donc une croissance élevée, le plein emploi, une balance commerciale excédentaire et la stabilité des prix. Donc maximiser les 4 indicateurs. Et donc si on maximise les 4 indicateurs, ça fait un carré. C'est génial. C'est génial, c'est même magique, puisque la raison pour laquelle on emploie le mot magique, c'est parce que
pouvoir avoir les 4 d'un coup. C'est chaud. c'est chaud et la théorie c'était de dire que c'est en fait impossible. Pourquoi ce serait impossible? Parce qu'en fait, et ça c'est aussi une autre notion qui était vachement utilisée par les économistes, qui était la courbe de Phillips. L'idée derrière, c'est que c'est une courbe décroissante qui dit qu'on peut pas avoir un taux de chômage bas et une inflation basse. C'est-à-dire que si on a un taux de chômage faible, ça veut dire que on est quasiment au plein emploi, il y a plus trop de marge de manœuvre pour faire jouer le marché du travail, et donc forcément à ce moment-là, l'inflation devrait monter. Et donc, si on reprend juste déjà ce lien entre taux de chômage et inflation, il y en a d'autres, hein, évidemment, sur la croissance, etc., si je reprends mon carré magique, mais juste le lien entre inflation et chômage, de dire qu'on peut pas avoir les deux en même temps. Ça a été vrai en fait pendant très longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est que la courbe de Phillips, beaucoup d'économistes aujourd'hui l'ont jetée à la poubelle, puisque on a observé quand même, notamment depuis les années 2000 et plus particulièrement les années 2010, des endroits comme aux États-Unis, économie moderne et avancée, où le chômage était très très bas et où l'inflation était très très basse. Je reprends une pensée que j'ai pas finie tout à l'heure, c'est que en sciences économiques comme ailleurs, on prend parfois des petites réalités empiriques comme acquises, et donc je le disais, ça fait 40 ans que on a une inflation plus ou moins stable, et donc on a un peu pris ça pour acquis, et c'est pour ça qu'on est un peu surpris par ce qui se passe en ce moment avec une inflation qui augmente alors que ça s'est pas vu depuis longtemps. Sur la courbe de Phillips, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que cette relation empirique entre le taux de chômage et l'inflation s'est vérifiée plus ou moins pendant pas mal d'années, et puis en fait, on s'est rendu compte ces 20 dernières années que c'était de moins en moins vrai. On peut prendre par exemple le cas des États-Unis où en fait depuis la crise des subprimes, enfin depuis quelques années après la crise des subprimes, le chômage est très très bas, est au plus bas historique, et l'inflation est aussi au plus bas, proche de zéro, ce qui démonte un petit peu la théorie derrière la courbe de Phillips. Donc si un économiste vous vante aujourd'hui les mérites de la courbe de Phillips, méfiez-vous, il est peut-être un petit peu has-been. Ça c'est clair. Le carré magique est donc un peu critiqué aussi de ce point de vue-là, hein, puisque tout ce qui a été un peu vu de manière empirique est un petit peu en train de bouger en ce moment. Et puis d'autres peuvent critiquer le fait que, par exemple, on a des libéraux ou des ordo-libéraux qui aimeraient qu'on y ajoute, par exemple, la soutenabilité de la dette, qui aurait un effet, donc ça serait un pentagone plutôt qu'un carré. Mais comme on l'a dit sur le deuxième épisode, la soutenabilité de la dette, c'est aussi un concept un petit peu idéologique, dirons-nous. D'accord. Alors ça, c'est pour la partie donc inflation liée au pouvoir d'achat, liée à l'augmentation du coût de la vie et tous ces concepts-là. On l'a dit en ouverture, il y a un autre volet qui est plus monétaire. Tu veux peut-être déjà utiliser 2-3 éléments par rapport à ça, ou introduire 2-3 éléments qui seraient peut-être pertinents de mentionner cette fois-ci? Oui, ça me semble important parce que on a parlé un petit peu des concepts de base sur l'inflation, mais ce serait dommage de pas faire référence un peu plus à l'actualité, puisque, comme je disais, ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas eu d'inflation importante, et là on est dans une période où l'inflation aux États-Unis est à 7%, où elle est à plus de 5% en Europe et en zone euro. Il se passe des trucs du côté inflation, notamment drivé par le coût de l'énergie, et donc ça me semblerait être une bonne étude de cas à faire pour un épisode à venir, et le fait que dans la sphère publique, les États et d'autres économistes aussi commentent beaucoup sur le fait que ça devrait être le problème de la Banque centrale. Pourquoi ça devrait être le problème de la Banque centrale? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des banques centrales ont comme mandat, ont comme objectif la stabilité des prix. Les prix augmentent, l'inflation commence à gonfler, donc les banques centrales devraient faire quelque chose. Donc prendre un petit peu la situation qu'on est en train de vivre actuellement, au risque d'être très péremptoire, parce que les choses peuvent changer un peu vite, et les économistes parfois prennent des mauvaises habitudes à cause des données empiriques, mais là il est en train de se passer un truc devant nous, qui est un bon champ d'application aussi à la partie plus monétaire, et les limites par ailleurs de la partie monétaire, parce qu'en fait on se rend compte qu'avec cette inflation qui peut être historiquement gérée par la politique monétaire, là on est sur une inflation d'une nature un peu particulière liée au coût de l'énergie, et sur laquelle finalement les banques centrales peuvent pas faire grand chose. Et donc qui peut faire quelque chose alors dans ce cas-là? Il y a des élections bientôt, il faut effectivement, c'est la politique, un défi la politique, politique budgétaire est aussi importante bien sûr, et par ailleurs là-dessus peut-être juste un point, il y a de la bonne façon de le faire et de la mauvaise façon de le faire, un petit peu comme on disait qu'il y avait de la bonne dette et de la mauvaise dette. On a beaucoup parlé sur le dernier épisode
épisode, de la logique de pompier, c'est-à-dire on a financé avec la dette publique un rattrapage de croissance finalement. Et ça, c'est pas forcément vu comme de la bonne dette. Là, c'est pareil. L'inflation est due à l'augmentation des coûts de l'énergie, donc c'est-à-dire la Russie qui fait payer le gaz plus cher, les pays de l'OPEP qui font payer le pétrole plus cher, etc. Et une des solutions qui a été envisagée, notamment en France, et qui marche sur l'inflation, parce que l'inflation en France est plus proche des 3% que des 5 ou des 7, donc quand on se compare, on se rassure, mais c'est surtout parce que la France a fait le choix de faire des chèques énergie et de bloquer les prix de l'électricité. Donc tout ça, c'est financé par du coup un déficit, sans forcément régler le problème à la racine, puisque le problème à la racine, c'est le fait que l'énergie coûte trop cher. Donc c'est pas en finançant la baisse du prix de manière solidaire, donc avec les impôts et la dette, c'est pas forcément la même manière que de trouver une énergie moins chère, par exemple. C'est pas aussi durable que ça. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, en tout cas sur les bases de la notion d'inflation. Alors comme on l'a dit, on parlera de l'inflation côté, facette monétaire dans un épisode prochain. On verra un peu comment on va caler tout ça. Mais donc voilà, là on a fait un petit peu le tour de la notion d'inflation, de son utilisation, de qui peut y faire quelque chose et de quels sont les objectifs à remplir par rapport à cette inflation. Et donc voilà, l'équilibre étant visiblement la notion centrale. Alors est-ce qu'il y a des recommandations que tu veux faire par rapport à cette notion d'inflation, des choses à lire ou à aller voir? Alors plutôt des choses à écouter cette fois-ci, une fois n'est pas coutume. Je peux vous recommander, et vous aurez tous les liens bien sûr dans la description de ce podcast, une petite capsule de mon amie et économiste Jésabel Coupé-Soubéran chez France Culture, qui justement commence à dessiner le fait que même si pendant longtemps l'inflation c'était le problème des banques centrales, est-ce que les banques centrales peuvent encore faire beaucoup de choses par rapport à l'inflation, en tout cas par rapport à l'inflation qu'on est en train de voir actuellement. Donc ça pourrait être une bonne introduction à l'épisode qu'on fera un peu plus tard. D'accord. Donc ça, je peux vous recommander ça. C'est une petite capsule qui dure 4 minutes. C'est sur France Culture, donc. Et puis t'as un de tes live échos aussi qui traite du sujet. Ouais, celui qui est du coup assez récent, où je dessine quelques perspectives pour l'année 2022, et donc évidemment les coûts de l'énergie et l'inflation qui augmente font la part belle de cet épisode, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et puis une interview aussi, allez voir. Oui, puisqu'il est question de banque centrale, là aussi j'anticipe un peu l'épisode suivant, mais une interview de Christine Lagarde sur France Inter. Là, c'est bon, je coche toutes les cases du bon gauchiste. J'ai fait France Culture, France Inter, mais je vous recommande d'écouter un petit peu justement l'interview de Christine Lagarde, parce qu'elle met en exergue un point qui me semble intéressant, c'est que face à l'effet d'inflation, l'effet des spirales, parce que c'est quand même aussi pas mal lié sur le sentiment, et le fait que si on a un sentiment de déflation, alors on va créer encore plus de déflation. Il y a un effet prophétie autoréalisatrice, et c'est assez marrant du coup d'observer les grands Manitou à faire de la méthode Coué, c'est-à-dire se vouloir rassurant. Ça veut pas dire qu'ils sont bêtes et qu'ils voient pas qu'il y a de l'inflation, c'est juste qu'ils peuvent pas se permettre de le dire au risque d'en créer encore plus. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est assez intéressant de voir l'exercice d'équilibriste, d'autant plus que du coup Christine Lagarde là, elle s'adresse pas à des traders ou à des journalistes économiques, elle s'adresse sur France Inter au commun des mortels, donc elle doit faire preuve de vulgarisation, donc c'est assez intéressant à regarder. Et puis tu voulais nous reparler, enfin je sais plus si on en avait parlé, on avait rajouté un lien en vitesse sur un des derniers épisodes, mais c'est un site qui s'appelle The Other Economy. Ouais, The Other Economy, qui est un site plutôt bien foutu là cette fois-ci pour de la lecture. Il n'y a pas de fiche particulière sur l'inflation, mais beaucoup de notions dont j'ai parlé, quelques mots-clés. Ça peut être une bonne base de données en fait quand vous êtes intéressé à faire un peu de vulga économie. Je recommande ce site The Other Economy. Et puis une dernière recommandation, et on revient sur France Inter. On en parlait sur le dernier épisode du débat éco de Dominique Seux et de Thomas Piketty, qui nous ont piqué l'idée. Évidemment, Thomas Piketty en remplit mon rôle toutes les semaines sur Inter, et puis Dominique Seux, celui de Fastkill. Non, ce serait vache, ça ferait de toi un méchant néolibéral. Ce qui n'est pas le cas, je te confirme. Dominique Seux, c'est un journaliste éco qui bosse justement pour Les Échos, le journal Les Échos, et il est très il est plutôt à droite. Bref, mais en tout cas, ils ont fait un débat, Piketty et Seux, sur l'inflation, et ce débat vaut le détour. Eh bien, merci Mickaël pour toutes ces recommandations et toutes ces explications. Et c'est la fin de ce 3e épisode de l'Econocast, un épisode consacré à l'inflation, première partie. On prévoit donc une deuxième partie très bientôt, et on vous tient au courant. Je sais pas encore trop de quoi on va parler dans le prochain épisode, on n'a pas encore arrêté le sommaire, mais dès qu'on sait, on vous fait signe. On vous rappelle que vous pouvez soutenir Geekzone sur Patreon, patreon.com/geekzonefr, à partir d'1€ par mois, et on fait des petits cadeaux en bonus. Et puis sinon, si vous avez des questions, soit venez les poser dans le thread de l'épisode sur geekzone.fr, dans les forums, ou bien vous pouvez nous envoyer des petits messages sur Twitter
Twitter, sur Discord. On collecte tout ça et on y répondra dans l'épisode prochain. Merci Mickaël, et puis dans 2 semaines. Merci à toi, merci à tous, à la prochaine. Un podcast signé Faskill. Faskill.com. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur geekzone.fr avec une sélection de l'actualité proposée par Caféine et Faskill. Gaming, culture, software et tech, on fait le tri dans les news de la semaine pour vous proposer un récap digeste d'1 demi-heure, histoire de ne rien louper des infos essentielles. Torréfaction, c'est votre rendez-vous